Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing et voici tout d'abord les titres de cette édition. La Turquie convoque l'ambassadeur de Russie après la diffusion de photos montrant un soldat russe en position de tir avec un lance-missile à bord d'un navire de guerre. L'Irak lance un ultimatum à Turquie pour qu'elle retire ses troupes et de ses chars dans le nord du pays. Au Rwanda, le président Paul Kagame attend le résultat d'un référendum sur le changement de la Constitution pour savoir s'il se présentera pour un troisième mandat. Beijing émet une alerte rouge à pollution en raison d'un smog intense. Le volume commercial total de la Chine est en baisse, contrairement au surplus commercial qui augmente sur une base annuelle. Les tensions entre la Russie et la Turquie continuent de croître. La Turquie a convoqué l'ambassadeur de Russie pour traiter de ce que la Turquie considère comme une provocation de sa part. Les médias turcs ont diffusé les images d'un soldat russe portant sur son épaule un lance-missile à bord d'un navire militaire. Le navire a passé le détroit du Bosphore qui traverse Istanbul. La Turquie a exprimé son sentiment d'outrage face au passage du navire. Le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, a qualifié cette attitude de provocation. Lundi dernier, la Turquie a convoqué l'ambassadeur de Russie à Ankara et a souligné que de telles actions ne devraient pas être répétées. M. Cavusoglu a ajouté que la Turquie a pris des mesures de réponse sans toutefois apporter de précisions additionnelles. C'est le dernier incident en date après que la Turquie avait abattu un bombardier russe le mois dernier. L'Irak a prévenu que l'ultimatum lancé à la Turquie pour qu'elle retire ses troupes avant mardi soir arrivait bientôt à expiration. Mais la Turquie indique qu'elle ne souhaite pas se conformer à cet ordre en sens terme. Le Premier ministre Haïder al-Abadi a déclaré qu'il ne restait que 24 heures sur les 48 accordées à la Turquie pour retirer ses tanks et ses soldats déployés dans le nord de l'Irak, près de la ville de Mossoul, actuellement aux mains de l'organisation État islamique. Le ministre irakien des Affaires étrangères Ibrahim al-Jafari a déclaré que le retrait ne s'appliquait pas aux conseillers et aux formateurs turcs qui travaillent depuis des mois dans des camps du nord du pays, mais simplement aux forces additionnelles déployées récemment en dehors de toute coordination avec le gouvernement irakien. L'Irak a déclaré que si Ankara ne retirait pas ses troupes, le gouvernement saisirait le Conseil de sécurité de l'ONU. Dimanche, la Turquie a annoncé que le déploiement additionnel d'environ 350 soldats serait stoppé dès que le gouvernement irakien aura retrouvé le bon sens. Afin d'alléger le poids de l'inflation sur les produits de base, l'Égypte a commencé à proposer des repas subventionnels à ses citoyens. Les repas sont disponibles dans tout le pays dans les magasins du ministère de l'Approvisionnement. On y trouve des repas familiaux dont les prix vont de 3 à 4 dollars américains. Mais même subventionner ces repas pourrait ne pas être abordable pour les citoyens les plus pauvres. L'Égypte recourt à l'importation pour subvenir à la plupart de ses besoins nationaux. Dernièrement, les niveaux d'inflation ont atteint des pics et elles continuent de peser sur une grande partie de la population. Le président Al-Sisi a promis de faire baisser les prix en fin d'année. Dans les magasins du ministère de l'Approvisionnement, plusieurs produits ont déjà vu leur prix baisser. Nous tentons de fixer les prix ou de les faire baisser. Le secteur privé se bat pour augmenter les prix de 50 à 60% suite à la hausse du dollar américain par rapport à la livre égyptienne. Nous avons donc commencé par baisser les prix de 15 produits de base considérés comme stratégiques, puis nous avons pensé à créer ces repas. Pour prendre une longueur d'avance supplémentaire par rapport au marché, le gouvernement a créé ces nouveaux repas familiaux. Les citoyens égyptiens peuvent choisir parmi 10 repas différents qui incluent une variété de viande, du poulet, des fruits de mer et également des légumes et des salades. C'est un repas varié qui devrait suffire pour nourrir une famille de 4 personnes.
C'est superbe, le poulet est ici beaucoup moins cher que partout ailleurs. Les repas sont bon marché, il y a des légumes, du poisson mais aussi du riz. Il y a beaucoup de stock ici aussi, 30 livres égyptiennes pour 4 personnes et avec 1 kilo de poulet. Les prix de ces repas varient de 3 à 4 dollars américains chacun. Avec de tels prix, ces repas sont probablement abordables pour la classe moyenne et la classe moyenne supérieure, la société, mais pas pour les classes les plus pauvres. C'est la première fois que je profite de ce repas. Je voulais voir s'il était aussi bon qu'il semblait être à la télévision. Mon mari travaille en freelance, donc je viens prendre un repas cette semaine, mais peut-être pas la semaine prochaine. C'est pas vraiment bon marché pour les gens comme nous. S'il existait des options moins chères, ce sera mieux, mais on ne les trouve pas toujours. Un travailleur ou un employé moyen gagne 150 dollars américains par mois. Or, il faut d'environ 120 dollars américains chaque mois pour s'offrir seulement un repas par jour. Le président rwandais Paul Kagame dit ne pas savoir encore s'il présentera ou non à un troisième mandat. Il dit vouloir attendre le résultat d'un référendum sur le changement de constitution. M. Kagame a déclaré devant le parti au pouvoir que son sort était lié à celui du référendum. Les États-Unis et l'Union européenne ont appelé M. Kagame à se retirer après son second mandat à la fin de 2017. Mais le gouvernement rwandais demande que cette puissance cesse de vouloir s'immiscer dans les affaires internes du pays. Au pouvoir depuis 1994, le président Paul Kagame pourrait théoriquement y rester jusqu'en 2034. Le Parlement a déjà voté un changement de constitution. Ceci fait suite à une campagne nationale pour réunir des soutiens. Les alliés de Paul Kagame disent que la décision revient aux Rwandais et non aux puissances étrangères, comme l'Union européenne ou les États-Unis. Le Rwanda pense que la façon dont le pays doit être dirigé, les changements de constitution qui sont nécessaires pour améliorer les structures de gouvernance relèvent de la décision des citoyens du Rwanda. Nous sommes une nation souveraine et nous faisons ce que le peuple désire. Ils veulent ce qui est bon pour eux. Ils expriment leurs droits issus de la Constitution dans son article 2 et des autres textes de loi. La situation contraste beaucoup avec le pays voisin, le Burundi. Là-bas, la décision de son président de se présenter à un troisième mandat a provoqué des épisodes de violence et des critiques fortes, notamment de la part de l'Union africaine. Mais dans le cas du Rwanda, l'Union africaine n'y voit rien à redire, ajoutant que le Rwanda obéit aux principes établis par l'organisation. Je vois le processus au Rwanda qui respecte l'article 10, qui fait la promotion des amendements démocratiques aux constitutions. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. C'est le volet Aujourd'hui la Chine, présenté par mon collègue Jonathan Messina. Bonjour Jonathan. Bonjour Georgette. Quel est le premier sujet à développer dans cette partie? Bien, nous allons aujourd'hui commencer par parler de Beijing qui est recouvert d'un épais voile de pollution. La capitale chinoise a émis sa première alerte rouge à la pollution. Les autorités ont prévenu que la ville serait enveloppée par un smog intense de mardi à jeudi. Dans une déclaration en ligne, le gouvernement de la ville a déclaré que l'ensemble du travail de construction en extérieur devait s'arrêter les jours d'alerte rouge, tandis qu'il a aussi conseillé aux écoles de fermer. L'alerte met également en place des restrictions à la circulation pour certains types de véhicules. La circulation alternée concerne également tous les véhicules. La quantité de particules fines PM2.5 a grimpé à 300 microgrammes par mètre cube aujourd'hui. L'augmentation du taux de couverture forestière est un enjeu global. Dans le canton de Fengning, les principaux contributeurs à cet effort sont des villageois qui se chargent de planter et d'entretenir des arbres. La mise en place d'un marché du dioxyde de carbone vient récompenser leurs efforts. Les villageois de Daohe ont désormais une motivation financière à l'extension de leur zone forestière. Chaque tonne de dioxyde de carbone absorbée par leur forêt leur fait réaliser des gains issus de la bourse de l'environnement de Beijing. La dernière transaction en date leur a ainsi rapporté 2,5 millions de yuan, soit près de 400 000 dollars. Nous vendons du dioxyde de carbone, cela va au-delà de nos rêves les plus fous. Chaque mètre cube de forêt est capable d'absorber 1,8 tonnes de dioxyde de carbone et la ferme forestière peut vendre ce quota tous les 5 ans pendant 20 ans. Ici, les températures sont trop basses et ne conviennent pas particulièrement à la croissance des arbres. Travailler à les faire grandir afin de générer un revenu régulier est une solution idéale.
Le prix est fixé par un mécanisme de marché et varie donc chaque année. Pour la ferme forestière de Chansongba, il est d'environ 40 yuan par tonne. La taille des arbres est également mesurée et prise en compte. Plus les arbres sont grands et plus ils absorbent de dioxyde de carbone. Les revenus pourraient donc être supérieurs si nous les vendons plus tard. Yu envisage d'allouer de plus en plus de terres aux fermes forestières, et ce d'autant plus depuis que la transformation d'un terrain en forêt est devenue une activité profitable. Le volume commercial chinois a baissé cette année alors que l'excédent a augmenté. CCTV a converti ces chiffres en dollars qui montrent que le volume commercial des 11 premiers mois de l'année a plongé sur une base annuelle. Ces chiffres sont en baisse en raison de la faiblesse des importations. Les baisses de novembre étaient moins importantes que prévues. L'excédent commercial a augmenté entre janvier et novembre inclus. Les surplus des 11 premiers mois de l'année ont grimpé de 60%. Les chiffres en dollars n'ont pas encore été publiés. Géographiquement, les exportations chinoises vers les États-Unis et les pays de l'ASEAN ont connu une baisse, mais il s'est vendu moins de produits et de services vers l'Union européenne et le Japon par rapport à l'année dernière. Pour les importations, la Chine a acheté moins de biens et de services de la part des grands partenaires commerciaux durant la période des 11 mois. Les exportations chinoises ont chuté d'1,8% lors des 3 premiers trimestres de cette année, mais certaines parties du pays font mieux que d'autres. Reportage dans une entreprise de Guangzhou qui connaît une hausse continue de ses exportations. C'est une usine qui produit des machines fabriquant des bouteilles en plastique de type boisson. Ces machines sont vendues dans le monde entier. Créée en 2002, l'entreprise est devenue la plus importante de Chine et la deuxième plus grande dans le monde, avec des clients sur presque tous les continents. Les ventes ont atteint 15 millions de dollars américains cette année et les exportations de l'entreprise se sont accrues de 30%. Nous sommes une entreprise high-tech et c'est ça le cœur de notre compétitivité. Chaque année, nous réinvestissons 10% du produit de nos ventes dans la recherche et le développement afin de réduire l'écart qui existe entre nos machines et les produits les plus haut de gamme de la planète. Des entreprises comme celle-ci contribuent à la hausse des exportations dans la province du Guangdong. Pour l'entreprise, être high-tech, ce n'est pas vraiment suffisant. Le service après-vente est tout aussi important. Nous envoyons nos ingénieurs à l'étranger pour installer nos machines et pour apprendre à nos clients comment les utiliser ou les réparer. Les erreurs informatiques peuvent nous être transmises par la machine pour trouver des solutions en ligne. Il suffit de la brancher à Internet. L'entreprise prévoit une croissance d'au moins 20% l'an prochain et elle a déjà reçu des commandes en provenance d'Arabie Saoudite, de Turquie et d'Australie. Paix, amour et intégration culturelle sont les thèmes de la parade de cette année qui a traversé Macao pour fêter les 16 ans du retour de l'île dans le giron de la mère patrie. Cette année marque également le 10e anniversaire de l'obtention par le centre historique de Macao du statut de patrimoine mondial de l'humanité. Ce sont environ 1500 intervenants venus de plus de 10 pays et régions qui ont participé à la célébration en même temps que des centaines d'artistes locaux. Plus de 10 000 personnes sont venues admirer le spectacle et bien plus encore l'ont admiré depuis leur télévision via un direct télévisé. Les locaux et les touristes ont suivi la parade avec ses chants et ses danses à travers les rues et les ruelles du centre historique de la ville. La parade, qui met en valeur l'héritage culturel unique de Macao et l'atmosphère multiculturelle de la ville, atteint son point culminant avec un grand spectacle. La parade à travers Macao, cité latine, a été créée afin de marquer l'anniversaire du retour de Macao à la Chine. Une série d'activités connexes ont lieu en parallèle de la parade, dont un concours photo et des jeux permettant de remporter des prix. La Power Station of Art de Shanghai organise 3 expositions résultant d'une compétition. Les jeunes conservateurs peuvent avoir une large perspective internationale, mais doivent rester prudents pour ne pas se cantonner à un cercle d'artistes. Reportage. Les juges du musée ont sélectionné 3 équipes victorieuses sur plus d'une centaine de propositions et de jeunes conservateurs ont transformé leurs propositions en de véritables expositions. Résultat, les visiteurs peuvent voir davantage d'installations artistiques dans lesquelles s'engager et moins de plateformes traditionnelles telles que les peintures et autres photographies.
Quand nous choisissons les artistes, nous sélectionnons ceux qui ont fait de véritables choses dans la vie, comme le véhicule écrasé et le restaurant de pâtes dans notre exposition. Tout cela s'est vraiment produit, ce ne sont pas uniquement des œuvres abstraites d'artistes. Un conservateur déclare que dans le secteur de l'art, à l'heure actuelle, les conservateurs doivent s'éloigner de leur zone de confort lorsqu'il s'agit de choisir les artistes. Je pense que les jeunes conservateurs doivent briser leur propre cercle, cette zone de confort, de certitude. Beaucoup d'entre eux choisissent fréquemment les travaux de leurs proches amis, artistes, et les expositions se ressemblent à chaque fois. Mon partenaire et moi-même avons atteint un accord selon lequel nous n'ajouterons pas trop de choses personnelles dans l'exposition. Nous ne sommes que des transporteurs d'artistes pour aider et faire venir de bonnes œuvres d'art dans un espace adapté. Je pense que les jeunes conservateurs aiment travailler dans leur réseau, mais les conservateurs plus âgés se concentrent davantage sur les bonnes œuvres d'art. C'est là la grande différence entre eux. Selon moi, c'est lié à l'âge et l'expérience. Le directeur du musée déclare que la jeune génération de conservateurs a pour la plupart reçu une éducation à l'étranger et qu'ils ont une vision internationale élargie. La chose cruciale que les conservateurs ont besoin d'améliorer est de comment exécuter de façon pratique et de transformer leurs idées en véritable exposition. Il est facile d'imaginer une exposition dans une galerie, mais lorsqu'il s'agit d'un musée, vous devez utiliser de façon appropriée l'espace. Il est sûr que vous allez rencontrer de nombreuses difficultés. Nous estimons que cette opportunité que le musée offre fournira une aide pour le développement à l'avenir. Je pense que dans l'industrie de l'art en Chine, la réputation et la popularité d'un artiste sont encore les éléments clés lorsque les conservateurs vont choisir des œuvres. Donc j'espère que davantage d'opportunités comme celle-ci se présenteront, car l'art a lui-même besoin de fraîcheur. Le directeur du musée indique également que la Chine a besoin d'organiser davantage de compétitions pour les jeunes conservateurs et pas que pour les jeunes artistes. Je pense que de trop nombreuses compétitions pour jeunes artistes vont entraîner une commercialisation trop précoce. Ce n'est pas une bonne chose pour l'industrie de l'art, car les jeunes artistes ont un long chemin à parcourir. Que peuvent-ils faire d'autre si leurs travaux ont été commercialisés et utilisés trop tôt dans leur phase de développement? C'est pourquoi nous avons choisi d'organiser une compétition pour les conservateurs, pour aider cette jeune génération. L'exposition dure jusqu'au 18 mars à la Power Station of Art de Shanghai, entrée gratuite. Aujourd'hui, la Chine est à présent terminée. Retour au plateau principal avec Georgetine. Merci Jonathan, et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.